Tienig Banani marche longtemps et arrive dans un nouveau village appelé Bidou. Il se fait loger chez un vieillard qui lui prête une case pour dormir. Un jour, un épervier vient lui demander l'hospitalité. Il la lui accorde. Un autre jour, c'est un singe et une fourmi qu'il reçoit et qui lui demande de dormir avec lui dans sa case. Il est d'accord. Donc, chaque nuit, Tienig Banani, la fourmi, l'épervier et le singe dorment ensemble. Dans la même case. Le vieillard qui a logé Tienig Banani s'appelle Boumata. Il est très gentil. Mais tous les jours, il se demande si Tienig Banani ne se trouve pas mal avec ses nouveaux compagnons. Dans le village, on s'étonne de voir Tienig Banani partager sa case avec des bêtes. Quelques méchants hommes poussent Boumata à chasser Tienig Banani de chez lui. Mais le vieux Boumata est sage et il refuse de le chasser. Un jour, un féticheur dit au roi du village de Bidou. « Mon roi, il y a un petit étranger dans ton village. Il est très dangereux. Si tu ne le chasses pas, un jour, il prendra ta place. » « Merci, répond le roi, j'ai à rendre la justice. Demain. Après quoi, je lui dirai de quitter mon village. Le lendemain, après est-ce le jugement, les gens rentrent chez eux. Le féticheur conseille encore au roi. Si tu ne chasses pas cet enfant terrible, il prendra ta place un beau jour. Alors, le roi appelle Tienig Banani et lui dit « Vois cette case. Elle est remplie de grains de riz, de grains de mil et de grains de fonio. Les grains sont mélangés, tu vas les trier. Tu mettras les grains de riz à droite, les grains de mil à gauche et les grains de fonio au milieu de la case. Si tu n'y arrives pas, je te chasserai du village. » Tienig Banani va dans la case. Les grains sont mélangés. Il ne peut pas les trier. Il retourne dans sa case et raconte l'affaire à la fourmi. La fourmi appelle ses parents, ses petits et ses amis. Toutes les fourmis du monde se rassemblent dans la case où il y a les grains mélangés. Elles se divisent en 3 groupes. Chaque groupe s'occupe d'une même espèce de grain. En un instant, le travail est terminé. Tienig Banani le montre au roi très surpris. Va cueillir le fruit du baobab qui est au milieu du fleuve. Tu ne prendras pas de pirogue. Si tu ne réussis pas, je te chasse du village. Tienig Banani va au bord du fleuve. Le fleuve est rempli. Son eau quitte le lit et s'étend dans la plaine. Les hippopotames et les caïmans ouvrent leurs énormes gueules. Sur une grosse branche du baobab, un gros chimpanzé est là. Il est très méchant et c'est lui qui garde les fruits. Tienig Banani ne peut pas cueillir les fruits du baobab. Il a peur des hippopotames, des caïmans et du chimpanzé. Il revient dans sa case. Il s'assoit et réfléchit. Il est triste. L'épervier lui demande pourquoi il n'est pas content. Il lui explique la chose. L'épervier dit que cela n'est rien. Il prend le singe qui vit dans la case avec eux sur son dos. Il s'envole avec lui et se pose sur une branche du baobab. Le singe cueille un fruit, s'assoit sur le dos de l'épervier. Il le donne à Tienig Banani. Celui-ci remet le fruit au roi. Mais le roi lui demande de recommencer en présence des gardes. Tienig Banani revient au fleuve avec les gardes. Les hippopotames et les caïmans ouvrent leurs gueules effrayantes. Tienig Banani réfléchit un peu. Il prend un caillou et frappe le chimpanzé qui se fâche. Il veut, lui aussi, atteindre Tienig Banani. Mais il n'a pas de caillou à sa portée. Tienig Banani ramasse plusieurs pierres et les jette au chimpanzé. Toutes les pierres touchent le chimpanzé et tombent dans l'eau. Le chimpanzé est furieux. Il crie, puis il cueille un fruit et le lance à Tienig Banani pour se venger. Tienig Banani ramasse le fruit et le montre au roi. Les gardes affirment que c'est bien là le fruit du baobab qui est au milieu du fleuve. Et le roi dit, Tienig Banani, tu es un sorcier. Quitte mon village, je ne veux plus jamais te voir ici. Dès demain, tu partiras où tu voudras. Disent Tienig Banani et Saman le grand sorcier. L'enfant terrible marche longtemps. Il marche pendant une journée entière. Vers la fin du jour, il arrive à Zombie. C'est un beau village bâti sous des arbres géants, dans une grande plaine aux formes bien dessinées. Tienig Banani se dirige vers la première case qu'il aperçoit. C'est une grande case, ronde.
Elle est habitée par Saman, le célèbre sorcier. Tout le village a peur de Saman car, la nuit, il se transforme en une chose effrayante et mange les hommes, les femmes et les enfants. Personne ne s'approche de sa case. Tienig Banani vient à la porte de cette case. Il salue. Saman répond à ses salutations et lui offre d'entrer. L'enfant terrible obéit et dépose le petit sac qui pend à son épaule. Il dit à Saman: « Je suis étranger. Je ne connais personne dans ce village. Est-ce que tu peux me garder chez toi? Je peux faire tes commissions et te rendre quelques petits services. » « Je suis d'accord. Tu resteras chez moi, » lui dit Saman. « J'ai besoin d'un petit garçon poli et intelligent comme toi. » Saman et Tienig Banani restent ensemble. Dans la grande case. La nuit arrive. Ils mangent. Saman raconte de belles histoires à Tienig Banani. Quand la nuit est bien avancée, ils se couchent et dorment. Quelques instants plus tard, Saman se lève. Il va au fond de la case. Il prend son sabre et elle aiguise. Tienig Banani se réveille. Il écoute le sabre. Tienig Banani comprend que Saman veut le tuer. Il s'assoit, s'étire baille et dit: « Grand-père, qu'est-ce qui fait ce bruit? Couche-toi et dors, mon petit. C'est un bruit auquel il faut s'habituer dans ce village. C'est un monstre qui le fait la nuit quand tout le monde dort. Couche-toi et dors, mon petit. » Tienig Banani se couche. Il fait semblant de dormir. Il ronfle fort. Saman croit qu'il est profondément endormi. Et le vieux sorcier prend son sabre et le frotte contre la pierre qui lui sert de meule. Saman continue d'affûter son sabre. Tienig Banani tousse. Saman s'arrête. L'enfant terrible lui dit: « Grand-père, ce bruit m'empêche de dormir. Est-ce que tu ne peux pas chasser le vilain monstre qui le fait? Couche-toi, mon petit, je vais le chasser quand tu dormiras. » « Mais, grand-père, je ne peux plus dormir. Que faut-il faire pour que tu dormes? Chez nous, quand, la nuit, je n'arrive pas à dormir, mon père tue son coq le plus gros. Ma mère me le prépare bien et je le mange. Après, je m'endors jusqu'au matin. Saman va dans son poulailler et attrape son coq le plus gros. Il le tue, le prépare et le donne à Tienig Banani. Celui-ci mange tout le coq, puis se recouche. Peu après, il ronfle. Alors, Saman se lève et aiguise son sabre. Tienig Banani ne dit rien. Il continue de ronfler à grand bruit. Tienig Banani se lève et dit au vieux: « Ah, que ce vilain monstre m'empêche de dormir. Que faut-il faire encore pour que tu dormes? Il me faut manger la viande d'un bouc bien gras. Sa graisse collera mes paupières. Je dormirai et tu me réveilleras quand midi passera. » Saman sort. Il attrape son bouc le plus gros. Il le tue, le prépare et le donne à Tienig Banani. À lui seul, Tienig Banani mange tout le bouc. Il se couche, parle longuement avec le vieux et s'endort. Saman s'endort à son tour. Et quand il se lève pour tuer Tienig Banani, le soleil est déjà haut dans le ciel. Il sort et voit que Tienig Banani est en train de libérer les poules, les chèvres et les moutons. Tienig Banani et Saman mangent. Après le repas, Saman demande à Tienig Banani de l'accompagner en brousse pour cueillir des feuilles de karité. Ils partent ensemble. Ils causent, et le vieux raconte l'utilité des feuilles de karité. Les deux compagnons s'enfoncent dans la brousse et arrivent au pied d'un karité. Saman ordonne: « Monte cueillir les feuilles de cet arbre. Je vais quelque part et je reviens tout de suite. » Tienig Banani grimpe à l'arbre et cueille les feuilles. Saman disparaît. Il se change en termite. Les termites viennent attaquer l'arbre. Ils le rongent. Is ronge l'écorce, il ronge le bois même. Tienig Banani a peur. S'il tombe de là, il va mourir. Il regarde sous lui. Des termites, il en a partout. Ils sortent de sous la terre, ils viennent toujours. Ils rongent l'arbre. Tienig Banani comprend la chose. Il se transforme en coq. Il descend et mange les termites. Aussitôt, les termites se regroupent et deviennent un cobra. Le serpent veut se jeter sur le coq et le manger, mais en un instant, le coq se change en mangouste. Le cobra se dresse sur sa queue. Il lève la tête et gonfle son cou rapidement, la mangouste saute sur lui et le prend par le cou. Le cobra se tortille, crache et bat le sol avec sa queue. Il souffre car la mangouste est plus forte que lui.
Comme il sait qu'il va mourir, le cobra devient un énorme boa et projette la mangouste au loin. Il se prépare pour s'abattre sur elle. Mais la mangouste se transforme vite en fourmi magnant. Les magnants piquent le boa avec leurs mandibules. Le boa devient une flamme et brûle les magnants. Les fourmis se regroupent très vite et deviennent une tourterelle. Le feu se change aussitôt en épervier et s'élance à la poursuite de la tourterelle. Mais la tourterelle vole vite, vite et arrive dans la case de Saman. Là, elle devient Tiénig Banani. L'épervier disparaît. Un peu plus tard, Saman vient dans sa case et demande à Tiénig Banani. « Que as-tu fait ? Je te dis de m'attendre et tu reviens ici sans me prévenir. Où sont les feuilles que tu as cueillies ? Grand-père, quand tu m'as quitté, des termites m'ont attaqué. Ils se changeaient en plusieurs choses. J'ai eu peur et j'ai fui sans pouvoir te prévenir. Pardonne-moi, je n'ai pas pu cueillir de feuilles. » Après le repas de midi, Saman dit à Tiénig Banani de l'accompagner encore en brousse. Cette fois-ci, il a besoin de racines et d'écorces de Colcédra. Saman et l'enfant terrible sortent de leur case, ils prennent un autre chemin. Ils arrivent au bord d'un grand fleuve, ils détachent la pirogue et y montent. La pirogue glisse sur l'eau. Au milieu du fleuve, Saman récite à voix basse un verset de sorcier. Aussitôt, la pirogue s'immobilise et commence à descendre au fond de l'eau. Saman se transforme en tourbillon et traverse le fleuve, mais quand il arrive sur l'autre berge, il trouve Tiénig Banani qui l'attend. Il est bien étonné. Les deux compagnons se reposent à l'ombre d'un grand arbre. Ils ne se parlent pas. Peu après, ils continuent leur route et se trouvent sous un calcédra. Saman coupe des racines de l'arbre et enlève son écorce. Il met les racines et les écorces dans son sac. Il donne le sac à son compagnon. Ils se mettent en route et retournent vers leur case. Ils arrivent au fleuve. La pirogue est descendue au fond de l'eau. Chacun doit montrer son pouvoir de sorcier pour traverser le fleuve. Saman ricane. Il ricane si fort que son ricanement fait se séparer en deux lots du fleuve. Un grand espace s'ouvre. Saman passe sans se mouiller. Il ricane et le fleuve se referme. À son tour, l'enfant terrible récite des versets. La surface de l'eau devient aussi solide que la terre. Ferme. Tiénig Banani marche là-dessus et va s'arrêter à côté de Saman. Le vieux sorcier est très étonné. Saman et Tiénig Banani arrivent chez eux. Cette fois-ci, ils causent comme de vrais amis. La nuit vient vite. Ils mangent. Il se fait tard. Maintenant, il est l'heure de dormir. Saman se couche et ronfle. Tiénig Banani aussi se couche. La terre devient froide. Rien ne bouge. Les étoiles ont fui dans le ciel. Tout est noir. C'est à ce moment que Saman se lève. Il prend son sabre et l'aiguise. Tiénig Banani sursaute et dit qu'une fourmi l'a piqué. Il se gratte et dit à Saman. « Grand-père, je n'ai pas vu le monstre qui fait le bruit effrayant. Si je peux le voir. » Jean. Et assez de ces cris. Recouche-toi et dors, mon petit. Grand-père, je ne peux plus dormir. Que te faut-il encore? L'eau d'une chute. Si mes nuits d'insomnie, je me lave la figure avec l'eau qui tombe d'une montagne, je m'endors pendant 2 jours, et personne ne peut me réveiller. Saman prend une calebasse et va en brousse. Il va à l'endroit où l'eau sort d'une montagne et se jette dans le lit du fleuve. Dès qu'il sort, Tiénig Banani range plusieurs objets sur le lit et les recouvre d'un drap. Il crache sur les objets et sort dans le nuit noir. Il part encore, le brave petit garçon, vers un autre village. Plus tard, Saman revient avec de l'eau dans la calebasse. Il constate un grand silence. Il aperçoit la forme allongée sous la couverture. Il croit que c'est Tiénig Banani qui dort. Il prend son sabre et elle aiguise la salive, parle comme l'enfant terrible. Saman dit qu'il a apporté l'eau demandée. La salive répond qu'il ne veut plus utiliser l'eau. Alors, Saman se fâche, s'approche du lit et dit « Mon petit, je ne suis pas un jouet. Tu me fais marcher pour rien dans cette nuit noire. Pour qui me prends-tu alors ?» Il lève son sabre et frappe au milieu du drap. Il comprend alors que Tiénig Banani vient de lui jouer un vilain tour. Il s'assoit, réfléchit longtemps et sort. Le soleil monte lentement.
Saman dit à son sabre de lui montrer le chemin que Tienig Banani a pris. Le sabre lui indique le chemin de l'Est. Saman lui commande. Va dire à Tienig Banani de ne pas bouger de là où tu le trouveras. Le sabre s'en va, rejoindre Tienig Banani et lui fait la commission de son maître. L'enfant terrible renvoie le sabre à son tour. Saman le lui renvoie aussi. Un étrange dialogue s'engage alors entre le vieux et le jeune. Tienig Banani. Je n'ai pas besoin de t'obéir. Je ne suis pas ton esclave. Je vais où je veux, car je suis libre. Saman. Je ris de toi, mon petit. Je dispose de toi comme je le veux, car tu es non esclave. Je suis mon seul maître. Je ne crains aucun pouvoir. Je suis plus vieux et plus fort que toi. Je suis inguérissable maladie qui entraîne le malade dans la tombe. Je suis plus puissant que toi. Crains-moi, car je suis la graine qui guérit la plus grave et la plus dure des maladies. L'enfant éloquent n'est pas forcément l'enfant. Chanceux. Tu es jeune encore, méfie-toi de moi. Nous sommes en bataille. Si tu es brave, mesure-toi. À moi ne me déshonore pas en me poussant à te tuer. Seulement, viens, tu m'appartiens, mon petit. Esclave. Quand il y a bataille, l'homme agit, seul la femme parle. Je sais que le guerrier qui parle beaucoup a peur et n'ira pas à la bataille. Saman. Es-tu ce guerrier poltron? À ces mots, Saman lance le sabre. L'arme va dire à Tienig Banani que Saman lui défend de faire un pas de plus. L'enfant terrible commande au sabre d'aller couper la main de Saman. Le sabre revient avec force et cherche à couper la main avec laquelle Saman veut l'attraper. Le vieux sorcier récite des versets et maîtrise l'arme. Il la relance. Elle va dire à Tienig Banani que Saman lui recommande de se préparer à mourir. Tienig Banani ordonne au sabre. Va crever ses yeux avec lesquels il te voit. Le sabre va, et Saman a beaucoup de mal à le saisir. Il y parvient tout de même. Il laisse repartir le sabre. Et le sabre va dire à Tienig Banani que Saman vient à l'instant même pour le tuer. L'enfant terrible dit au sabre. Ne lui laisse plus le temps de penser. Ne te laisse plus jamais saisir par lui. Va avec force et fends son crâne en deux. Le sabre va plus vite que le vent. Quand Saman le voit, il est trop tard. Le sabre tombe plusieurs fois sur sa tête et la fend en deux parties. Ainsi mourut la légende Saman, le vieux sorcier. Tienig Banani reprend son chemin. Il arrive dans un autre village. C'est le jour du marché. La place est très animée. Les marchands rappellent. Les acheteurs. On crie, on parle, on rit, on discute les prix, on se met d'accord. Quel bruit! Quel remue-ménage! Tienig Banani admire les étalages et passe à côté de deux hommes de son village. Ils parlent de beaucoup de choses. L'enfant terrible veut connaître les nouvelles de Kondo, il les écoute. L'un dit à l'autre. Il y a un pauvre homme qui est mort. Où ça? Demande l'autre. À Kondou, notre village. Qui est ce pauvre homme? Brema. Le pauvre a 3 garçons qui ont quitté Kondou il y a très longtemps, on ne sait pas où ils sont allés. Il est mort comme un misérable. Seule sa femme Comba était à côté de lui. Pauvre Brema. Mais je ne le connaissais pas. Pourtant tout le monde parlait de lui, lorsque sa femme a mis au monde un bébé extraordinaire. Qu'on appelle Tienig Banani. L'enfant terrible se jette à terre car son père est mort. Il pleure et se roule par terre. Il crie, il se lamente. Les gens viennent se grouper autour de lui. Ils le consolent, ils ont pitié de lui. Tienig Banani se calme et retourne chez la vieille. Kani, il la salue et se met en route pour retourner dans son village. Il y retrouve sa mère Comba. Elle vient à sa rencontre et le serre contre son cœur. Elle pleure de joie. Elle lui lave les pieds dans une calebasse d'eau. Des personnes du village viennent souhaiter la bienvenue à l'enfant terrible. Les vieux lui donnent des conseils de sagesse. Le lendemain, Comba l'appelle et lui dit « Ton père est mort. Il n'a rien laissé sauf 3 coris et 3 boules de cire. Cet héritage t'appartient à toi et à tes 2 frères. Chacun de vous a un cori et une boule. Prends ta part et fais tout pour gagner ta vie avec ça. Je suis pauvre et je n'ai rien pour toi et tes frères. Merci, mère, je ferai tout ce que je peux avec ce cori et cette boule. »
Tienig Banani va dans sa case avec son héritage. Il prend un petit morceau de la boule de cire. Ensuite, il taille ce morceau pour lui donner la forme d'une boucle d'oreille. Il va chercher du fil jaune et du fil rouge. Il enroule du fil jaune sur toute la boucle. Puis il enroule du fil rouge à chaque bout. La boucle ressemble maintenant aux bijoux d'or pur que les femmes portent à leurs oreilles. Ensuite, il lave soigneusement le cori et le met au soleil. Une poule vient, elle prend le cori de Tienig Banani et l'avale. Il rit et suit la poule. Il monte quand la poule monte et descend quand elle descend, va à droite et à gauche quand elle va à droite et à gauche. Il la suit partout. Le soir, la poule entre dans une concession. Tienig Banani la suit. Elle salue les gens qui sont assis dans la cour. Il demande poliment. À qui appartient cette poule? À moi, mon fils, répond une femme. Mère, ta poule a avalé mon cori, le seul héritage que mon père m'a laissé. Pardonne-moi, mon fils. Il n'y a pas de pardon, je veux mon cori. Je vais donc te payer ton cori. Ah, non. Je ne veux pas un autre cori. Je veux celui que m'a donné mon père. Je ne veux pas de discussion, dit la femme. Prends ma poule, je te la donne. Va-t'en, et laisse-moi en paix. Tienig Banani attrape la poule et rentre chez lui, très content. Mère, dit-il, j'ai eu une poule avec mon cori. La mère est contente, elle dit. C'est un bon commencement, mon fils. Du courage. Tienig Banani tue la poule. Il la fait cuire et met les morceaux dans un panier, et se promène avec le panier sur la tête. Il va vers le cheval du roi. Il roi que le cheval du roi ne mange que du poulet. Il laisse le panier près du cheval et s'éloigne un peu. Il surveille le panier et le cheval. Le vent se met à souffler. L'odeur de la poule entre dans les narines du cheval. C'est une bonne odeur. Le cheval regarde autour de lui, et il voit les morceaux de la poule dans le panier. Il s'approche et mange la poule et lèche le panier. Tienig Banani vient aussitôt, et demande. À qui est ce cheval? Celui qui s'occupe du cheval, le palefrenier, n'est pas loin. Il arrive et dit. Ce cheval est celui du roi. Que se passe-t-il? Elle a mangé ma poule, et je veux ma poule. C'est le cheval du roi. Même si c'est le cheval de Dieu, je veux qu'on me paie ma poule et c'est tout. Allons donc chez le roi. Allons-y. Tienig Banani et le palefrenier partent chez le roi. Tienig Banani veut sa poule cuite comme elle l'était. Il ne veut pas d'autre poule. Le roi est embarrassé. Il veut la paix. Alors il donne le cheval à Tienig Banani. Mais en même temps, il lui dit de quitter le village avec sa mère. Tienig Banani va avec sa mère à Dako, le village de ses oncles maternels. Ils sont très bien reçus par les parents de sa mère. Ils se trouvent si bien qu'ils se demandent pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt dans ce village. Chaque matin, le roi fait le tour du village. Il passe dans chaque famille et demande des nouvelles. Un jour, en arrivant chez les parents de Tienig Banani, il voit l'enfant terrible qui fouette son cheval. Il s'arrête et lui demande. « Jeune homme, qu'est-ce que cet animal t'a fait? Pourquoi le frappes-tu? Mon roi, ce cheval veut que je devienne pauvre. Comment ça, jeune homme? Chaque matin, il me donnait beaucoup d'or, que je trouvais dans son fumier. Hier, il m'a donné 2 boucles d'oreilles en or. Aujourd'hui, voilà qu'il ne me donne qu'une seule boucle d'oreille. N'est-ce pas, mon roi, que j'ai raison de le battre? Tu dis que chaque matin, il te donne de l'or? Oui, mon roi. Vends-moi donc ce cheval. Je ne veux pas le vendre, car il m'a été donné par mon père qui en a hérité de son père, lequel aussi en avait hérité de son père. Ce cheval ne doit pas quitter notre famille. Vends-le tout de même, je t'en prie. Bon, je suis d'accord, mais il faudra le payer. Très cher. Combien? Moins 100 de toute chose. Ce prix ne se discute pas. Si cela te semble trop cher, on annule la vente. Je veux bien. Passe au palais prendre 100 de toute chose. L'enfant terrible est content. Il fait la joie de sa mère. Mais, 2 semaines plus tard, le roi l'appelle et lui dit. Tienig Banani, tu m'as joué un vilain tour. Chaque matin, je lave moi-même le fumier du cheval. Aucun esclave ne fait le travail pour moi depuis 2 semaines. Je fais ce travail et je n'ai pas trouvé un seul gramme d'or. Tu es un bandit. Non, mon roi,
répond Tienig Banani. Je t'ai bien dit que ce cheval était méchant. Peut-être aussi qu'il n'y a plus d'or dans son ventre. Je ne suis pas un bandit. Personne n'oserait tromper un grand roi comme toi. Le jour où tu as acheté le cheval, il ne m'a donné qu'une seule boucle d'oreille. Je ne suis pas un bandit. Roi dont la grandeur. Tais-toi, gronde le roi. Tu es un inventeur, un bandit. Ah, mon roi. J'avais raison quand je ne voulais pas te vendre mon cheval. Il pleure, crie, se plaint à Dieu. Mais le roi se fâche. Y est furieux. Il donne l'ordre aux forgerons de fabriquer une grande caisse dans laquelle 2 hommes peuvent se coucher. Les forgerons fabriquent la grande caisse et la portent tue chez le roi. On attache Tienig Banani et on l'enferme dans la grande caisse. Puis le roi dit au porteur d'aller jeter cette caisse dans le fleuve. Tienig Banani pleurant, pensant qu'il va être noyé. Sa mère combat pleure, mais les porteurs sont déjà hors du village. Sur le chemin du fleuve, Tienig Banani crie et s'agite dans la caisse. Les porteurs l'insultent et le maudissent. Il marche longtemps, car le fleuve se trouve là-bas, très loin du village. Tienig Banani dit. Est-ce que vous voyez? Là-bas ces vautours qui planent? Non, disent les méchants porteurs. Nous ne voyons rien. Regardez bien au loin, tout droit devant vous. Les vautours voient une biche qui se débat contre la mort. La biche n'est pas encore morte. Allez vite l'achever si vous voulez manger de la viande ce soir. Comment toi, qui es dans la caisse, tu peux voir quelque chose que nous ne voyons pas? Tu mens. Il n'y a aucune biche, bandit. Allez voir. Je suis dans la caisse et ne peux pas sortir. Vous viendrez me reprendre quand vous aurez attrapé la biche. Les porteurs pensent qu'ils peuvent aller voir car la caisse est solide et Tienig Banani ne peut pas en sortir. Ils vont droit, tout droit devant eux. Peu de temps après, 2 marchands arrivent. Près de la caisse où est enfermé Tienig Banani. Ils sont riches et poussent devant eux plusieurs bœufs, plusieurs moutons, plusieurs chevaux et beaucoup d'ânes chargés de sacs d'or, de riz, de mil, de fonio, de maïs, d'igname, de patates douces et de manioc. Les bœufs meuglent. Les moutons bêlent. Les chevaux hennissent et les ânes braient. Dès que les 2 marchands arrivent à côté de la caisse, Tienig Banani crie, se plaint, appelle au secours. Les marchands s'arrêtent et demandent. Y a-t-il une personne dans cette caisse? Oui, mes chers frères. Que fais-tu là? Les gens de mon village veulent que je sois le roi du gros village que vous venez de traverser. Mais moi, je ne veux pas être roi, je veux vivre libre, car un roi n'est pas libre. Comment? Pourquoi refuses-tu d'être roi? Pour rien, simplement. Je ne veux pas être roi. Ça ne me plaît pas du tout. Mais nous voulons bien être roi à ta place, si cela est possible. Que me donnez-vous en échange du trône? Tout notre troupeau et toutes nos richesses sont à toi. Nous te les donnons en échange du trône. Je veux bien. Maintenant, sortez-moi vite d'ici et prenez ma place. Car il faut faire un voyage dans cette caisse pour devenir roi. Les 2 marchands ouvrent la caisse, détachent l'enfant terrible et l'aident à sortir. Puis ils se couchent dans la caisse. Tienig Banani les enferme et conduit leur troupeau au loin. Lorsque les porteurs arrivent, ils sont très fâchés parce qu'ils n'ont vu aucune biche. Tienig Banani, tu nous as menti. Nous n'avons rien vu. Maintenant, nous allons te jeter dans le fleuve. Ce n'est pas Tienig Banani qui est dans cette caisse. Nous sommes 2 marchands. Il nous a trompés nous aussi. Tienig Banani, tu sais très bien imiter la voix des marchands et parler comme s'il y avait 2 personnes. Mais nous te jetterons dans le fleuve quand même. Les 2 marchands supplient les porteurs. Ils expliquent ce qui s'est passé entre eux et l'enfant terrible. Ils pleurent et appellent au secours. Mais les porteurs sont déjà au bord du fleuve. Les pauvres marchands pleurent, prient toujours les porteurs qui ne veulent pas les écouter. Les porteurs rient. Et croyant noyer Tienig Banani, ils soulèvent la grande caisse et la jettent dans le fleuve. Les pauvres marchands crient une dernière fois. Et la grande caisse flotte un petit moment. Puis descend dans les profondeurs du fleuve. Les porteurs partent au village lorsque la grande caisse a complètement disparu. Ils sont maintenant sûrs que Tienig Banani a quitté ce monde. De retour au village.
Ils disent au roi qu'ils ont jeté Tienig Banani dans le fleuve. Le roi est comte de la punition. Il donne une grande fête. Tout le village danse. Seul Combat pleure pendant plusieurs jours. Elle croit que son fils est mort. 6 mois sont passés, on n'entend plus parler d'eux. Tienig Banani, et tout le monde pense qu'il est mort noyé. Un jour, les habitants de Dako aperçoivent au loin un grand nuage de poussière rouge qui monte vers le ciel. On s'étonne. On croit que des ennemis viennent attaquer le village. La poussière diminue peu à peu. On aperçoit d'innombrables têtes de moutons, de bœufs, d'ânes et de chevaux. Les gens se demandent à qui appartiennent toutes ces immenses richesses. Tout le monde sort des cases. On abandonne les travaux pour voir de près l'homme riche qui vient ainsi étonner les habitants de Dako. L'homme riche arrive dans le village et va sur la place publique avec ses bœufs, ses moutons et toutes ses autres richesses. On est étonné de voir que c'est Tienig Banani car on croyait qu'il avait été jeté dans le fleuve. Tienig Banani salue tout le monde et embrasse sa mère qui pleure de joie. Il donne un petit cadeau à chacun. Et tous les habitants de Dako sont contents de lui. Il donne au roi un âne chargé de poudre d'or, des bœufs, des chevaux et des moutons. Enfin, il dit au roi: Mon roi, dès que les hommes m'ont jeté dans le fleuve, je suis mort aussitôt et je suis arrivé dans le premier village de l'au-delà. C'est là que j'ai vu ton père au milieu une richesse incalculable et dans un bonheur infini. Il est roi là-bas. Il est si riche et si heureux que tu ne peux me comprendre. Il y a dans son palais son père et sa mère, ainsi que les arrière-arrière-grands-parents. Tous vivent bien et veulent que tu leur rendes visite. Un jour, ils te trouvent pauvre et même un peu misérable. Ils m'ont donné de si nombreux cadeaux que, seul, je ne pouvais les apporter. Ils t'attendent impatiemment. L'au-delà est si beau que tu ne voudras plus en revenir si un jour tu y vas. Le roi et sa cour se mettent à rêver à ce pays. Merveilleux. Tous les notables veulent accompagner le roi dans l'au-delà, car tout le monde veut voir ce que Tienig Banani a vu et ramener comme lui des richesses. Les forgerons du palais fabriquent plusieurs grandes caisses. Quand tout est prêt, le roi réunit tous les habitants du village et leur dit: Mes conseillers et moi-même allons en voyage dans l'au-delà, où mon père est un grand roi. Pendant notre absence, Tienig Banani sera votre roi. Obéissez-lui et faites tout ce qu'il vous dit. Nous reverrons dans 3 mois. La foule applaudit. Le roi et les notables sont mis dans les caisses. Les porteurs vont les jeter dans le fleuve. Depuis, ils ne sont jamais revenus. L'enfant terrible devient ainsi roi de Dako. Le village de sa mère, le soir, il fait venir tous les joueurs de tam-tam de la région, c'est la fête, c'est la joie et la gaieté. Comme Tienig Banani gouverne très sagement, d'autres villages demandent à être gouvernés par lui. Ainsi son royaume s'étend et il devient aussi le roi du village de son père. Ses frères Madou et Salou reviennent et deviennent les conseillers les plus écoutés de la cour. Les 3 frères se marient et ont de nombreux enfants. Ils vivent heureux avec Combat leur mère. Tienig Banani a complètement changé de conduite. Il est devenu un bon père de famille et surtout un bon roi qui aime ses sujets. Il organise la culture, l'artisanat, la pêche et la chasse. Avec lui, les hommes vivent en paix. Le commerce est florissant, et partout règne la justice. Avec lui, enfin, c'est l'entente, le bonheur et la prospérité. Au marigot, dans les champs, dans les cuisines, au pied des mortiers et au bord des puits, les femmes chantent son nom. Sur la place publique, les nuits de clair de lune, les jeunes filles, elles aussi, chantent son nom au rythme du tam-tam. Cultivateurs, artisans, pêcheurs, commerçants et chasseurs, nuit et jour, louent son nom vénéré. Et les anciens, couchés à l'ombre du grand baobab de la liberté et de la paix, le bénissent tous les jours. Aujourd'hui, le royaume de Tienig Banani a disparu. Personne ne sait maintenant où il se trouvait. Mais on sait que Tienig Banani est un fils de la savane. Son souvenir est vivace et reste dans la mémoire des hommes. Ses aventures sont dans les contes les plus intéressants que les vieux, tabac ou cola dans la bouche, racontent-le soir à leurs petits-enfants, quand tout le monde est rassemblé, la joie au cœur, autour d'un grand feu.